Le Japon est à l'aube d'un effondrement financier silencieux. Et si vous pensez que c'est un problème qui ne concerne que, sachez que cette crise a le pouvoir d'entraîner les plus grandes économies de la planète dans l'abîme, y compris les États-Unis. Le compte à rebours a commencé fin 2025, lorsque le marché financier de Tokyo a subi un choc sismique sans précédent. Les obligations d'État à 40 ans du gouvernement japonais ont enregistré un taux d'intérêt de 3,7%, le record historique le plus élevé depuis le début de leur émission. En l'espace de quelques secondes, la panique a traversé l'océan, les taux aux États-Unis ont grimpé en flèche, le Bitcoin a fondu, dégringolant de 120 000 $ à la zone des 90 000 $, et Wall Street est entré en état de choc. La raison derrière ce chaos est aussi simple qu'effrayante, le Japon est la nation la plus endettée de la planète. Leur dette dépasse déjà 260% du PIB. Cela signifie qu'ils doivent 2,5 fois tout ce que le pays entier est capable de produire en une année. Pour vous donner un élément de comparaison, les États-Unis, souvent critiqués pour leur dette, opèrent autour de 125% du PIB. La Grèce, qui a failli faire faillite à l'Union européenne en 2011, a atteint 190% au plus fort de la crise. Le Brésil tourne autour de 90%, et l'Argentine environ 75%. L'endettement japonais est une bombe à retardement qui pourrait pulvériser la finance globale. Mais avant de comprendre comment cet engrenage s'est brisé et comment il vous affecte directement, faites une petite faveur à la chaîne, laissez un like et abonnez-vous. De cette façon, l'algorithme de YouTube comprend que vous appréciez les contenus approfondis comme celui-ci. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Comment un taux de 3,7% au Japon peut-il ruiner le reste du monde? Mettons cela au clair. Quand un gouvernement a besoin d'argent pour construire des autoroutes, payer les fonctionnaires ou financer la santé, il émet des obligations d'État. C'est concrètement l'État qui contracte un emprunt auprès des investisseurs en promettant de restituer la somme avec des intérêts après 10, 20 ou 40 ans. Le gros problème surgit à l'échéance. Imaginez qu'il y a une décennie, le Japon ait emprunté des milliards en payant de misérables 0,5% d'intérêt par an. À cette époque, l'argent était pratiquement gratuit. Sauf que ces contrats arrivent à échéance aujourd'hui. Comme le gouvernement japonais n'a pas de liquidité en caisse pour rembourser les investisseurs, il fait ce que tout débiteur désespéré ferait, il contracte une nouvelle dette pour rembourser l'ancienne. La tragédie, c'est que les nouveaux intérêts ont bondi à 3,7%. Le coût pour le Japon pour refinancer sa dette est devenu 7 fois plus cher. En chiffres réels, la dette japonaise tourne autour de 1,1 quadrillion de yens, environ 8 000 milliards de dollars. Quand le taux était de 0,5%, le pays dépensait 13 000 milliards de yens par an uniquement pour les intérêts, ce qui consommait déjà un quart de tout le budget de la nation. Avec le taux actuel, le gouvernement doit débourser 40 000 modiques milliards de yens supplémentaires par an. Cela équivaut à 5 fois tout le budget de la défense et des forces armées du Japon. Pour boucler ce budget, il ne reste plus que 3 issues. Couper dans les dépenses essentielles, santé, éducation et retraite, ce qui est une folie politique. Augmenter les impôts, étouffant une économie qui stagne déjà depuis 3 décennies. Émettre encore plus de dettes, comme si l'on utilisait le plafond d'une carte de crédit pour payer la facture d'une autre. Le marché a déjà compris que la troisième option est la seule réelle, et le signal d'alarme s'est allumé. Lorsque les investisseurs exigent des intérêts plus élevés, ils disent « Le risque que vous fassiez défaut est gigantesque, alors nous vous faisons payer plus cher pour vous prêter ». C'est l'équivalent d'être interdit bancaire. Et quand cela arrive à la 4e économie mondiale, l'impact est global. Le Japon est le plus grand créancier extérieur de Washington. Ils détiennent plus de 1200 milliards de dollars en bons du Trésor américain. Pendant un demi-siècle, l'argent japonais a financé la croissance et les déficits des États-Unis. Cependant, si les taux d'intérêt au Japon augmentent, les investisseurs locaux préfèrent garder leur argent dans leur pays plutôt que de l'envoyer à l'autre bout du monde. Sans les Japonais pour acheter la dette américaine, les États-Unis sont obligés d'augmenter leur propre taux d'intérêt pour attirer de nouveaux acheteurs. C'est la loi de la concurrence, si le Japon offre des taux attractifs dans une devise historiquement plus stable et moins inflationniste que le dollar, les États-Unis doivent contre-attaquer en augmentant leur rendement. C'est là que l'effet domino percute la planète, forçant les banques centrales du monde entier à relever à leur tour leur taux d'intérêt. Les dirigeants politiques japonais eux-mêmes ont déjà admis publiquement que la situation budgétaire du pays est plus alarmante que la crise grecque de 2011. Et pour comprendre comment le pays du soleil levant est entré dans cette impasse, nous devons faire un bref voyage dans le temps. Le 29 décembre 1989, l'indice Nikkei de la bourse de Tokyo atteignait son sommet historique, 38 915 points. Le Japon était une superpuissance imparable et était sur le point de dépasser l'économie américaine. Des marques comme Sony, Toyota et Mitsubishi dominaient la planète. Parmi les 10 plus grandes multinationales de la Terre, 7 étaient japonaises.
L'euphorie était telle que le seul terrain du palais impérial à Tokyo était estimé à une valeur supérieure à l'ensemble des biens immobiliers de l'État de Californie tout entier. Les compagnies japonaises rachetaient les symboles de l'Amérique comme le Rockefeller Center et les studios de Hollywood. L'avenir semblait leur appartenir. Jusqu'à ce que la bulle éclate en 1990. En un an, le marché boursier s'est effondré de près de 40%. L'immobilier résidentiel a chuté de moitié et l'immobilier commercial a littéralement fondu de 85%. Des milliards se sont volatilisés, les banques ont hérité de montagnes de créances douteuses, et le Japon a plongé dans ce qui est devenu la décennie perdue. En réalité, cela fait maintenant 30 ans que dure cette paralysie. En 1995, le PIB japonais était d'environ 5 500 milliards de dollars. Aujourd'hui, il a rétréci à près de 4 200 milliards. Pour tenter de ranimer ce moteur noyé, le gouvernement a passé des décennies à construire des infrastructures pharaoniques et à injecter de l'argent artificiel sur le marché, accumulant la dette monstrueuse que nous voyons aujourd'hui. Pourquoi le Japon n'a-t-il pas fait faillite plus tôt? La réponse tient en 3 mots, la Banque du Japon. Pour forcer l'économie à tourner, la Banque centrale japonaise a adopté une mesure extrême, elle a réduit les taux à zéro en 1999 et en 2016, a poussé le taux en territoire négatif. Concrètement, les banques faisaient payer les gens pour garder leur argent, forçant les citoyens à consommer ou à investir pour éviter de voir leur patrimoine fondre sur leur compte courant. De plus, la Banque du Japon a entamé une impression massive de yens pour racheter les propres obligations du gouvernement. Aujourd'hui, la Banque centrale détient plus de 50% de toute la dette publique du pays. Aux États-Unis, la Réserve fédérale n'en possède que 14%. Étonnamment, cette impression effrénée n'a pas généré d'hyperinflation immédiate pour une raison culturelle, le Japon souffrait de déflation, la baisse des prix. Comme la population savait que les choses seraient moins chères à l'avenir, elle repoussait sa consommation. Les entreprises, privées de clients, ont gelé les investissements et les salaires pendant des générations. Tout a changé en 2022 avec la guerre en Ukraine. Le Japon, qui importe la quasi-totalité de son énergie, a vu ses coûts exploser. Pour la première fois en 30 ans, l'inflation a frappé à la porte des Japonais, atteignant 4%. Le yen s'est drastiquement affaibli, rendant la nourriture et le carburant extrêmement chers pour une population dont les salaires sont gelés depuis des décennies. Le mécontentement populaire a forcé le gouvernement à promettre des plans de subvention qu'il ne peut pas se payer, propulsant les taux des obligations à leur maximum actuel de 3,7%. Pour aggraver encore le scénario, le Japon fait face au pire hiver démographique du monde. Le nombre de décès y est 2 fois plus élevé que le nombre de naissances. Avec près d'un tiers de la population âgée de plus de 65 ans, il y a de moins en moins de travailleurs actifs pour soutenir la machine publique et payer des impôts. Les recettes fiscales rétrécissent, et la seule issue est d'émettre toujours plus de dettes. C'est précisément ici que le problème explose à l'échelle globale, à travers une opération financière bien connue, le carry trade. Pendant des années, les grands fonds mondiaux ont emprunté de l'argent au Japon à des taux zéro ou négatifs, l'ont converti en dollars et l'ont investi aux États-Unis pour obtenir un rendement de 5% par an. De l'argent facile, et sans aucun coût. Les estimations indiquent que cette ingénierie financière brasse plus de 20 000 milliards de dollars, un chiffre supérieur au PIB de la Chine. Ce flux gigantesque a grandement contribué à gonfler les bourses mondiales, le marché immobilier et les crypto-monnaies. Cependant, lorsque la Banque du Japon a récemment commencé à monter ses taux pour contenir l'inflation interne, le yen s'est apprécié. D'un coup, les investisseurs internationaux ont réalisé que le coût pour rembourser leurs prêts en yens allait devenir plus élevé que les gains générés en dollars. Le résultat, une course généralisée pour liquider les positions. Lors du récent et historique Black Monday, la bourse de Tokyo s'est effondrée de 12% en un jour, le Nasdaq a fondu et le Bitcoin a perdu plus de 20% de sa valeur en une semaine. Tout cela provoqué par un simple ajustement de taux de seulement 0,25%. Le grand danger, c'est que les analystes calculent que seule la moitié de cet immense marché du carry trade a été dénoué. Il reste encore environ 10 000 milliards de dollars suspendus sur ce fil du rasoir financier. Avec le renchérissement définitif de l'argent au Japon, le compte à rebours pour que le reste de ce capital soit retiré du marché a déjà commencé. La grande question désormais n'est pas de savoir si la bulle mondiale va éclater, mais plutôt combien de temps il reste avant l'impact final. Cette montagne russe financière aidait à maintenir les taux d'intérêt artificiellement bas aux États-Unis. Comme la demande pour les obligations américaines était massive, Washington n'avait pas besoin de faire de grands efforts pour attirer les acheteurs. Sauf que la donne a changé. Désormais, les géants institutionnels du Japon comme les compagnies d'assurance, les banques et les plus grands fonds de pension de la planète ont commencé à faire un calcul logique et extrêmement dangereux. Pourquoi allons-nous laisser des milliers de milliards de dollars aux États-Unis pour un rendement de 4%, si nous pouvons rapatrier ce capital au Japon, empocher 3,7% et éliminer complètement le risque de change?
C'est ici que réside la plus grande peur de Wall Street, le rapatriement de masse. Si les investisseurs japonais commencent à liquider leurs obligations américaines pour ramener leur argent à la maison, une avalanche de 1200 milliards de dollars en titres de la dette américaine sera jetée sur le marché. Quand l'offre explose et que la demande disparaît, le prix de ces titres s'effondre. Pour compenser et attirer de nouveaux acheteurs, les États-Unis seront contraints de rehausser leur taux d'intérêt. Pour la Maison-Blanche, c'est un désastre budgétaire. Actuellement, les États-Unis dépensent déjà environ 1000 milliards de dollars par an uniquement pour payer les intérêts de leurs propres dettes. Une nouvelle hausse des taux ajouterait des centaines de milliards de dollars à cette facture. Et d'où sortira cet argent? Il n'y a que deux chemins, et tous deux sont terribles. Plus d'endettement, poussant la boule de neige un peu plus vite vers le précipice. Une impression massive de dollars par la Réserve fédérale, ce qui générerait inévitablement une nouvelle vague d'inflation mondiale. Il n'y a pas d'issue indolore. Et vous, même en vivant à des milliers de kilomètres de Tokyo ou de New York, vous en ressentirez l'impact. Lorsque les taux américains grimpent, la Banque centrale européenne se voit obligée d'étudier des moyens d'éviter la dévalorisation de l'euro et la fuite des capitaux hors d'Europe. Vous finissez par en payer le prix ici en France, simplement parce que le plus grand créancier du monde s'est essoufflé. Pour aggraver cette tempête parfaite, le Japon fait face à une crise sociale et politique sans précédent. La popularité des dirigeants du pays a plongé parce que la population est furieuse face au coût de la vie. Rappelez-vous que nous parlons de générations entières de Japonais qui n'avaient jamais vu les prix bouger. Aujourd'hui, avec l'inflation qui ronge le pouvoir d'achat, le climat dans les rues est à la protestation. Pour tenter de calmer les esprits, le gouvernement a annoncé un plan de relance désespéré de 135 milliards de dollars. Autant de l'huile sur le feu de la dette. Pendant que le système traditionnel se fissure, un mouvement silencieux gagne du terrain dans le monde corporatif japonais. Une entreprise cotée à la bourse de Tokyo, appelée Metaplanet, a décidé de convertir ses réserves de trésorerie directement en Bitcoin. Le résultat, les actions de la compagnie ont explosé. Les investisseurs japonais ne voient plus les cryptoactifs comme de la spéculation, mais comme un bouclier contre la fonte du yen et l'incompétence des bureaucrates. Lorsque vous perdez confiance dans la monnaie de votre pays et dans la banque centrale, la tendance naturelle est de migrer votre patrimoine vers des actifs rares, immunisés contre les décisions des politiques et qui ne peuvent pas être imprimés à partir de rien. Cela ne signifie pas que toute la population japonaise est devenue adepte des crypto-monnaies du jour au lendemain, mais la vitesse de cette adoption montre une vérité dérangeante, la foi dans le système financier traditionnel est en train de s'évaporer. Et en économie, la confiance est primordiale. Quand elle disparaît, l'effondrement cesse d'être une hypothèse et devient un compte à rebours. La question à $1 million est, quand le Japon va-t-il faire faillite? La réponse la plus honnête est que personne ne peut le prédire avec exactitude. Le pays maintient cet équilibre instable depuis 3 décennies. Cette agonie peut s'étirer sur encore 5, 10 ou 20 ans ou partir en fumée dès demain matin. Mais l'histoire nous enseigne une leçon cruciale sur les bulles d'endettement. Quand le système s'effondre, cela se produit à la vitesse de la lumière. Voyons 2 cas célèbres du passé. La Grèce en 2010, tout a commencé avec une dette de 320 milliards d'euros. Le gouvernement dépensait plus qu'il ne récoltait et masquait les comptes. Quand le marché a découvert le bluff, la défiance a paralysé le pays en quelques semaines. Les taux de la dette grecque ont bondi de 5% à plus de 30%, le chômage a englouti un quart de la population et le PIB a rétréci de 30% en à peine 5 ans. La bourse d'Athènes a fondu de 80%, provoquant des retraits massifs et un chaos civil jusqu'à ce que le FMI et l'Europe organisent un plan de sauvetage d'urgence. L'Argentine en 2001, le pays a déclaré le plus grand défaut de paiement souverain enregistré jusqu'alors 100 milliards de dollars. L'économie a implosé, le peso est devenu de la poussière, les dépôts bancaires ont été gelés lors du tristement célèbre Corralito, et le chaos politique a été si grave que le pays a connu 5 présidents différents en moins d'1 mois. Maintenant, observez bien ce détail technique, au plus fort de sa crise historique, la dette de la Grèce était de 190% du PIB. Le Japon opère aujourd'hui à 260%. Il existe pourtant une différence cruciale qui rend le cas japonais bien plus dangereux pour la planète. L'économie grecque représentait environ 200 milliards de dollars, celle de l'Argentine, autour de 600 milliards. Le Japon est un titan de 4200 milliards de dollars, plus de 20 fois supérieur à la Grèce. Si Athènes a donné des sueurs froides à l'Europe, un effondrement à Tokyo provoquerait un arrêt cardiaque du commerce mondial. Un autre facteur aggrave le piège japonais. Contrairement à d'autres pays émergents, le Japon ne doit pas d'argent à des banques étrangères ou à des fonds internationaux. Environ 90% de sa dette est domestique. Le gouvernement doit de l'argent à ses propres citoyens, aux fonds de pension locaux et aux banques nationales. Un défaut de paiement direct détruirait le patrimoine de sa propre population vieillissante. Aucun gouvernement ne survit à cela. Par conséquent, l'issue la plus probable ne sera pas une annonce officielle de faillite, mais plutôt un défaut déguisé via l'inflation.
La Banque du Japon continuera d'activer les planches à billets pour racheter les titres du gouvernement. Sur le papier, la dette est payée, dans la pratique, chaque yen en circulation perd de sa valeur. C'est un transfert silencieux de richesse, le gouvernement se désendettant détruisant le pouvoir d'achat du citoyen. Certains analystes plus pessimistes soulignent que les grandes puissances mondiales, y compris les États-Unis, pourraient éventuellement adopter une tactique encore plus agressive, la répression financière. Cela consiste à créer des réglementations techniques et complexes pour forcer les banques et les fonds de pension nationaux à utiliser l'épargne privée des citoyens pour acheter des obligations d'État avec des rendements inférieurs à l'inflation. Ils ne confisqueront pas votre solde directement sur votre compte, mais ils obligeront le système à prêter votre argent à l'État à des taux délibérément bas. Vous vous appauvrissez de manière lente et imperceptible, tandis que le gouvernement prolonge sa survie financière. Le Japon n'est pas seul sur cette trajectoire de collision. Il est simplement le voyageur installé en première classe du train. Les États-Unis traînent une dette qui dépasse les 38 000 milliards de dollars et qui ne cesse de grimper. L'Europe fait face à une paralysie économique avec des dépenses publiques hors de contrôle, et même la dette de la Chine a doublé au cours de la dernière décennie. La planète entière est devenue dépendante de l'argent bon marché et du crédit infini. L'heure des comptes a sonné, et la mathématique est implacable, à un moment donné, le prix devra être payé. Ceux qui seront attentifs et préparés pourront non seulement protéger leur patrimoine, mais aussi trouver des opportunités là où la majorité ne verra que du chaos. Si ce contenu vous a ouvert les yeux sur les coulisses de l'économie mondiale, ne gardez pas cette information pour vous. Partagez la vidéo avec ceux qui ont besoin de comprendre l'ampleur du risque actuel, vérifiez votre abonnement à la chaîne et activez les notifications. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.